Je vais présenter Siamine qui va parler un peu du rôle du pharmacien dans les changements structurels du système de santé actuel. C'est Amin Cher qui, je vais résumer, il est pharmacien coordinateur du Centre des études de bioéquivalence à Cheikh Zayed, pas que. C'est un grand expert en matière pharmaceutique, en politique pharmaceutique, c'est un grand expert OMS et c'est un docteur en pharmacie d'abord, il faut en être fier. Merci. Comme on a été fiers de nos deux éminents professeurs. C'est Amin est une fierté pour notre profession, il fait beaucoup de choses. Et marhaba bik. Avant que tu ne commences, je vais juste donner la parole à notre cher Bouhmadi, le président de la FMIP. On ne peut pas ne pas lui donner la parole, il nous a fait honneur. Merci beaucoup, M. Amri. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole, donc il me prend un peu à l'improviste. En tout cas, les thèmes sont très intéressants et la profession, elle est unique. Enfin, il y a 3 composantes, comme vous le savez. Pharmacien d'officine, le grossiste et l'industriel. Et c'est un seul corps. Quand l'un est malade, tout le corps est malade. En tout cas, à notre niveau, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de défendre la profession, nous l'avons défendue dans sa globalité. Un des enjeux majeurs qui nous attend, c'est le prix. C'est la problématique des prix, comme ça a été dit dans l'intervention de professeur Heikel. Le pharmacien, malheureusement, il est délaissé et nous souffrons d'un problème de division au sein de la profession. On n'a pas une bonne représentativité. Et malheureusement aussi, nous avons un écueil, c'est que nous ne maîtrisons pas les dossiers. Quand on veut défendre un dossier, il faut le maîtriser à fond. Il faut proposer des arguments et des contre-arguments pour pouvoir avancer. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, nous souffrons beaucoup de la rentabilité des produits. Ne croyez pas que l'industrie est à l'abri de ce problème parce que les prix sont bloqués et les coûts augmentent. Donc nous avons commencé à grignoter nos marges, qui étaient correctes. Il ne faut pas non plus pleurer sur notre sort. Nous faisons des marges correctes, mais seulement ces marges sont de plus en plus réduites parce que les coûts de revient augmentent. Il y a une inflation de l'énergie, une inflation du transport, de la main-d'œuvre, etc. Donc, et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans ce système généralisé de couverture sociale, puisque la tendance aujourd'hui au niveau de nos gouvernants, c'est de penser que le médicament, c'est le poste le plus important. Or, ce n'est pas vraiment le poste le plus important, et c'est là où il faut apporter des arguments valables. Donc, ils cherchent à faire des économies, ce qui est normal, pour que le système de santé soit pérenne. Il faut absolument que les dépenses soient maîtrisées, mais les dépenses dans leur globalité. Aujourd'hui, nous avons aussi un certain nombre de déperditions, puisque, comme vous le savez, le patient marocain est généralement impatient. Il va voir le pharmacien, puis il va voir le premier médecin, deuxième médecin, etc. Donc, il y a beaucoup de dépenses et de gaspillage au niveau de la santé. Je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est qu'on éduque également le patient. Et ça, c'est votre rôle en tant que pharmacien d'officine, et je sais que vous le jouez pleinement, puisque vous conseillez le patient pour aller dans un sens précis au niveau de son parcours de soins, qui n'était pas formalisé jusqu'à présent, mais qui va l'être obligatoirement. Donc, ma recommandation, c'est maîtriser les dossiers, maîtrisons ensemble les dossiers, défendons nos intérêts. La marge du pharmacien, comme ça a été dit par Sibel Razi, paraît énorme quand on parle, mais ça dépend de quel chiffre d'affaires on parle. Parce que quand vous comparez avec des pharmaciens d'officine en Europe, ils font des chiffres d'affaires très très importants. Donc lorsque la marge elle est réduite, la valeur globale elle est intéressante. Nous, on a des marges théoriques qui sont correctes au niveau de pharmacien d'officine, mais quand le chiffre d'affaires est à la baisse, comme ça a été dit, puisqu'il y a eu une perte de chiffre d'affaires, les gens ne s'en sortent pas. Il y a des pharmaciens d'officine aujourd'hui qui se déplacent en vélo, ce qui était inimaginable dans les années 80, où le métier de pharmacien, c'est un métier noble, où était un notable de la ville. Aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à bosser pour les banques, pour des crédits. Ils ont un niveau de vie qui est très catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À mon sens, il faut absolument qu'on défende nos intérêts, qu'on apporte des solutions aussi. Qu'on arrive avec des solutions concrètes en disant, l'acte du pharmacien doit être rémunéré. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des actes qui ne soient pas rémunérés comme en Europe. Il y a des actes qui vous échappent aux pharmaciens d'officine, comme la vaccination, comme un certain nombre de choses. Et il faudrait qu'on imagine et qu'on oublie l'idée de la baisse de prix donne accès aux soins, parce que c'est complètement faux et c'est une aberration qui est aujourd'hui admise par les gouvernants. Nous devons faire des économies, nous devons faire des efforts sur un certain nombre de produits, mais on doit avoir des mesures d'accompagnement. Nous, on a toujours défendu que les produits OTC doivent avoir les prix libres. Parce que si j'ai un effort à faire au niveau des prix réglementés qui sont les produits avec AMM, il faudrait que les produits OTC soient libres et qu'on puisse les conseiller et qu'on puisse gagner et compenser par rapport à ça. Alors, ma recommandation, c'est organisons la profession, des élections du Conseil de l'ordre, ayant des syndicats forts et ayant des concertations. Non, tout à fait. Et ayant des concertations
professions industrielles, grossistes et pharmaciens d'officine, avec des plans d'action et avec une action commune. En tout cas, bravo pour l'organisation et merci pour l'invitation. Merci si Bouhmadi, merci pour votre présence. Ciao Leïla, et merci de nous avoir honorés avec votre présence. Si Emin, merci d'avoir répondu présent et la parole est à vous. Merci beaucoup, Si Walid Amri. Bismillah ar-Rahim. Bien sûr, je dois tout d'abord te remercier toi-même et bien sûr tous les membres du syndicat de la ville de Casablanca pour m'avoir invité. Très belle occasion pour moi, c'est Walid, pour venir partager avec vous bien sûr quelques réflexions sur le rôle du pharmacien à l'aube des changements structurels du système de santé. Une occasion très intéressante pour moi aussi parce que ça nous permet à chaque fois qu'on prépare une présentation de faire bien sûr beaucoup de révisions et aussi bien sûr pour aller un petit peu dans le fond des choses pour comprendre ce qui nous attend en tant que professionnels de santé. Alors, certainement que je vais me répéter par rapport à pas mal de choses que ce qu'a dit bien sûr professeur Heikel, mais je ne vais pas bien sûr m'attarder énormément sur ce qu'il a dit déjà. Nous sommes au l'aube d'une grande refonte du système de santé. Il faut la comprendre tout d'abord, il faut bien sûr se préparer pour répondre positivement, bien sûr, à cette grande réforme qui est prônée par Sa Majesté le Roi, tout simplement. Donc, il faut savoir que c'est l'une des plus grandes réformes du système de santé dans notre pays. Ça a déjà démarré depuis longtemps, les réformes de la santé, bien sûr. Ce n'est pas la première, on va dire que ça pourrait être la quatrième, mais je crois la plus profonde, parce qu'à chaque fois qu'on parlait d'une réforme du système de santé, on touchait à une partie. La première, c'était le système, la mise en place du système. La deuxième, c'était les établissements de santé primaire. Après, bien sûr, la grande conférence d'Almata. La troisième, c'était l'histoire de la couverture médicale de base en 2005. C'était quand même un projet très important, très intéressant. Mais cette fois-ci, sincèrement, on parle d'une vraie refonte du système de santé. On va voir pourquoi, bien sûr. Alors, si on prend d'une manière globale, schématique, très générale, comment est financé notre système de santé? On peut dire que tout simplement, il y a 4 ou 5 financeurs de notre système de santé. Il y a bien sûr l'État, c'est le ministère de la Santé lui-même, via bien sûr les recrutements qu'il est en train de faire de tous les professionnels de santé, mais aussi via les hôpitaux qu'il construit et via aussi les produits de santé qu'il achète. Ils disent en tout cas qu'il achète 2 milliards de dirhams de médicaments et dispositifs médicaux par an. Quand même, c'est un chiffre qui est important. Il y a bien sûr les ménages qui sont malheureusement les plus grands financeurs du système de santé au Maroc. C'est malheureusement ça parce qu'il l'a dit bien sûr professeur Heikel, nous sommes parmi les pays où il y a le plus grand taux de participation des ménages dans leurs dépenses de santé. Troisièmement, bien sûr, il y a les assurances. On va dire l'assurance la plus importante, c'est l'AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire qui a été mise en place par l'État, SCNOP, CNSS, et aussi, bien sûr, les assurances privées qui participent à hauteur quand même d'une marge qui n'est pas négligeable, mais qui est faible par rapport à tout ce qui se passe. Les pharmaciens qui sont là, qui sont bien sûr parmi les prestataires de prestations, tout simplement, de soins, c'est quand même une partie qui est très importante. Alors, toujours dans les réformes, donc l'assurance maladie, elle a démarré en 2005. C'était le vrai démarrage, c'était la publication des décrets d'application de la loi 6500, mais depuis, on a parcouru quand même des étapes très importantes. C'est tout simplement pour dire que les choses ils sont en train vraiment de changer, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas de résultats palpables sur le terrain. C'est ça le problème de ce qui se passe. Et donc, depuis 2005, où on avait la publication des décrets d'application jusqu'à 2021, parce qu'en 2021, il y avait cette loi, cette application de la loi, l'adoption de la loi cadre numéro 09-21, qui est relative à la protection sociale. Et on est passé d'une réflexion sur la couverture médicale de base à une réflexion sur la protection sociale dans la globalité. Ça veut dire qu'on a ajouté aussi tout ce qui est allocation familiale, mais aussi tout ce qui est bien sûr retraite, etc. Donc, c'est pour dire encore une fois que l'État est en train de penser globalement, de penser d'une manière globale et profonde à la refonte de son système de protection sociale d'une manière générale. Alors, les 51 milliards de dirhams dont a parlé professeur Heikel, voilà comment ils vont être investis, voilà comment ils vont être injectés dans ce système de santé. C'est tout d'abord en 2022 avec l'élargissement de la population, bien sûr, de l'assurance maladie vers les travailleurs non salariés, vers les indépendants. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris, bien sûr, les ramédistes et les ont inclus au niveau de la CNSS. Et donc, on n'a plus presque de ramèdes, mais ils sont actuellement au niveau de la CNSS. En 2023-2024, il y aura la généralisation des allocations familiales, donc qui vont augmenter à hauteur de 300 dirhams par enfant pour les 3 premiers.
2025, c'est l'assiette du régime de retraite. Et puis en 2025, c'est les indemnités pour la perte du travail. Et on va dire à terme, ça veut dire en fin de 2025, on aura un régime de protection sociale, et pas d'assurance maladie, de protection sociale, qui est complet et qui va voir l'injection de chaque année de 51 milliards de dirhams, chose sincèrement qui est très très importante. Le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'était en tout cas la réflexion du professeur Heikel, c'est que malgré toutes ces réformes, malgré tout ce travail, malgré tout cet effort, il y a toujours des insuffisances qui sont pérennes, qui sont là, qui sont toujours là. C'est le déficit structurel en professionnels de santé, c'est les disparités flagrantes en matière d'accès entre les régions, entre les différentes régions, c'est l'insuffisance du niveau d'investissement dans le secteur de la santé, on parle bien sûr de structures de soins, c'est les taux élevés de participation des ménages, on a dit 50%, 45%, etc. C'est des choses qui restent là, même si on fait beaucoup d'efforts pour les surmonter. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé en fin de compte? C'est d'asseoir une nouvelle réforme sur 4 piliers très très importants. Le premier, c'est la gouvernance, et c'est là où est venue l'idée de créer des agences, de créer des instances qui vont gérer tout ça, en commençant par la haute autorité de santé, passant par l'agence du médicament, l'agence du sang, etc. Et puis, sur le plan de gouvernance, on va changer notre mindset, comment on travaille. Deuxièmement, on va travailler sur le professionnel de santé, plus précisément les médecins, plus précisément les infirmiers, pour les retenir dans les structures publiques, pour qu'ils ne partent pas au privé, parce qu'il y a quand même une grande différence dans le système de motivation, de rémunération entre les deux systèmes. Donc on va essayer de les retenir dans les hôpitaux publics pour qu'ils travaillent, pour répondre et pour traiter les problèmes dont a parlé le professeur Heikel, les deux chirurgies, les 2 blocs opératoires par semaine, les 3 blocs, etc., etc. Troisièmement, les infrastructures. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réhabiliter le public, on va le réhabiliter pour le mettre à niveau du privé. Et comme ça, les gens vont être intéressés à la fois de travailler dans le public et dans le privé. Et enfin, on va essayer de digitaliser, ça veut dire mettre en place un système d'information qui serait capable d'avoir toutes ces informations. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place toute cette refonte de la santé avec les 4, on va dire, chapitres dont on a parlé. C'est bien tout ça, on est en train de réfléchir refonte, on est en train de réformer, on est en train de refondre le système, mais qu'en est-il des chiffres maintenant pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Alors la CNSS, il sera la caisse majoritaire, pour ne pas dire, je crois, à terme, la caisse unique de tout ce système au Maroc. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va prendre en charge 86,5% de tous les assurés. Elle a déjà, elle a l'équivalent de 7 millions, 8 millions. Elle a ajouté tous les ramédistes. Elle va prendre bien sûr une autre partie des travailleurs non salariés ou des indépendants. Et comme ça, elle va être la caisse majoritaire dans le système de couverture médicale de base. Par la suite, la CNOPS qui se concentre sur les fonctionnaires du secteur public. Et enfin, des régimes spéciaux, les assurances privées, les régimes spéciaux, etc. On va dire à terme, on aura 100% des personnes qui vont être couvertes par ce régime de couverture médicale en 2022. On va voir bien sûr pourquoi on est en train de dire tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont changer? Ils vont essayer de changer le paradigme dont on a parlé toujours, c'est que les ménages ils supportent 50% des dépenses du système de santé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les rendre 20% et que tout ce système qui est en train de se mettre en place, c'est lui qui va prendre en charge les 80% pour que les ménages ne prennent en charge que 20% bien sûr de leurs dépenses de santé. Pourquoi jusqu'à maintenant on est en train de faire les économies, pourquoi le régime il a beaucoup d'argent, il a toujours de l'argent? Parce que jusqu'à date d'aujourd'hui, les cotisations, ça veut dire le trait en bleu, elles sont supérieures par rapport aux dépenses. C'est la raison pour laquelle nous avons des économies, nous avons les 44 milliards ou les 50 milliards de dirhams qui sont dans les caisses de la CDG. Mais attention, en incluant les ramédistes actuellement, et en incluant bien sûr aussi les travailleurs non salariés et les indépendants, les choses vont s'inverser très rapidement. Parce que le taux de cotisation de la CNOPS de la CNSS des travailleurs dans le secteur privé et dans le secteur public, ils ont quand même un certain niveau de salaire qui est assez élevé et qui permet quand même d'avoir une certaine rentabilité, une certaine assiette de cotisation assez importante. Mais attention, ce que nous sommes en train de voir, c'est aussi que les dépenses ils sont en train d'évoluer plus rapidement que les cotisations. Oui, nous avons des excédents aujourd'hui, nous avons beaucoup d'excédents, on n'arrive pas à comprendre pourquoi depuis 2006, démarrage de l'AMO jusqu'à 2022, ça fait quand même des années qu'on est dans l'excédent. Je crois un pays unique dans le monde qui a des excédents, mais croyez-moi que les retards vont se rattraper très rapidement avec cette généralisation de l'assurance maladie. Et même avec cet excédent, le problème c'est que nous avons toujours la participation qui est de 34% des ménages dans les dépenses de soins.
Pourquoi il n'y a que le médicament qui pose problème? Et ça, c'est un vrai souci. Pourquoi c'est toujours le médicament et les pharmaciens? Toujours. Parce que premièrement, il y a des chiffres. Il y a des chiffres, parce qu'on arrive à avoir des chiffres. Parce que tout est facturable, tout est clair. Problème des autres soins ou des autres prestations de soins, on n'a pas des chiffres, on ne sait pas qu'est-ce qui est donné en dessous table et en dessus table. On ne sait pas qu'est-ce qui est réellement facturé de celui qui a été, bien sûr, remboursé. Ça, on ne le sait pas. Et donc, le médicament, il est toujours là pour représenter la part la plus importante. Et pour n'importe quel politicien, et si vous êtes demain un politicien, croyez-moi que vous allez aller voir, bien sûr, la part la plus importante, et qui est toujours le médicament qui représente 33% dans le secteur de l'assurance maladie obligatoire et qui représente 23% dans le secteur de santé dans sa globalité. Donc quand même, c'est un chiffre qui est important. Ajoutons à cela des choses qui sont aussi importantes. C'est qu'au début de la CNSS, les actifs, qu'est-ce qu'ils dépensaient, qu'est-ce qu'on rembourse pour les actifs et pour les pensionnés des deux caisses, parce qu'on a démarré, on a dit, avec l'assurance maladie obligatoire. On a démarré en 2005, on n'avait que la CNOMS et la CNSS, AMO. Maintenant, on aura les Ramidis qui vont rentrer. Nous aurons aussi, bien sûr, les indépendants. Alors, au début, qu'est-ce que nous avons? Jusqu'à 2020, alors, les caisses, ils remboursent au minimum pour la CNSS, au minimum, ça c'est le minimum, ils remboursent 2113 dirhams par assuré. Ça veut dire on prend le tout et on divise par le tout, ça donne 2113. Pour la CNOPS, elle rembourse 2515. Le problème, c'est que tout ce que nous allons intégrer comme 11 millions de bénéficiaires pour les travailleurs non salariés, qu'est-ce qu'ils vont ramener? Ils vont ramener 190 dirhams par mois, qui est l'équivalent de 2160 par an. Ça veut dire que nous avons des gens qui vont ramener 2160 dirhams par an au système dans sa globalité comme assiette de cotisation, mais pour qui nous allons rembourser 2500 et 2400. Et dans ce cas, c'est la raison pour laquelle il y aura le déséquilibre qui va se créer dans le temps, ajoutant beaucoup de facteurs que nous allons voir par la suite, mais sachant qu'actuellement, comme il l'a bien dit, nous sommes très excédentaires et très rapidement, dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons déficitaires beaucoup plus rapidement que ce qui se passe à l'AMO, parce que l'AMO, on a dit que les cotisations et les dépenses, ils étaient quand même parallèles. Les choses, ils vont s'inverser totalement par la suite. D'autres données qui sont très importantes, c'est que pour les ALD, et tout à l'heure il l'a dit, on a dit que, le professeur Hekle a dit que 54%, 55% des dépenses, ils vont directement aux ALD. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit quel est le pourcentage de ces personnes qui ont ces ALD. C'est que 3,5% à 4% maximum. Ça veut dire dans les millions qu'on est en train de voir d'assurer, il y a 4% qui sont en train de nous prendre 55% des dépenses. Et donc tout le travail qui devrait normalement être fait, devrait être fait sur les ALD. Mais malheureusement, on va voir qu'on ne fait pas beaucoup de choses sur les ALD. Deuxièmement, on est en train de voir aussi que le post-médicament, il est en train de grimper très rapidement, 2,3%, alors que l'évolution moyenne des dépenses de l'AMO en sa globalité, elle est de 8%. Donc le médicament tout seul, il est en train de grimper, et on parle, le malheur c'est qu'on parle toujours de médicaments, mais ce n'est pas que le médicament. Il y a médicaments et dispositifs médicaux. Et vu que le dispositif médical, le prix n'est pas réglementé, donc on se permet de faire tout ce qu'on veut, bien sûr, dans le secteur du dispositif médical. Ça, on ne parle pas que des médicaments. Oui, bien sûr que les chiffres des médicaments, ils sont les plus clairs, les plus accessibles. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un secteur où on touche aussi à certains produits de santé qui ne sont pas gérés forcément, bien sûr, par des pharmaciens. Encore une fois, un politicien qui a ces chiffres devant lui ne va aller chercher que les médicaments. Il ne va pas aller chercher ailleurs. Encore une fois, ailleurs, c'est beaucoup d'informations qui ne sont pas disponibles. Et donc, lui, il est en train de chercher des choses qui sont disponibles. J'avance dans les raisonnements. Et donc, aussi pour l'AMO, on a démarré, par exemple, en 2010. Si on avait 12 milliards de dirhams comme chiffre d'affaires du médicament au Maroc, qu'est-ce que l'AMO prenait en charge? Il prenait en charge 2,3 milliards de dirhams. Ça, c'est l'AMO. Maintenant, en 2020, ils sont à 15 milliards de dirhams. Si on peut dire que le chiffre d'affaires du secteur du médicament au Maroc est de 15 milliards de dirhams prix fabricant hors taxe, donc l'assurance maladie, il a pris 4,4. L'année prochaine, ils sont en train de prévoir qu'ils vont prendre que le marché, on l'espère, Inch'Allah, qu'il atteignerait les 25 milliards de dirhams avec toutes ces refontes, etc., avec tout l'argent qui va être injecté, surtout avec la médicalisation des maux de la société, parce que vous avez ramené 30% des gens qui n'avaient pas de moyens, vous les avez intégrés, parfois malheureusement, méchamment, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas de la patiente qui n'a pas les moyens d'aller devancer les soins pour qu'il en ait et après se faire rembourser. Et donc, on aura quand même une certaine médicalisation des maux de la société, on aura quand même un chiffre d'affaires qui va augmenter. Et l'AMO, il va prendre en charge, d'après ce qu'ils disent, 23 milliards de dirhams, des 25 milliards de dirhams. Croyez-moi qu'ils vont mettre tout pour, bien sûr, baisser la part de ce médicament dans toute cette
dans tout ce système qui va. Alors, à quoi s'attendre par rapport à tout ça? C'est ça le problème. À quoi s'attendre? Donc, voilà les chiffres, voilà le contexte, voilà les explications. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le plus important dans tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, c'est Walid, il n'y a même pas la représentativité, je crois, ou il n'y a pas assez de représentativité pour expliquer et pour comprendre tout ça et pour aller traiter le problème. Alors, tout d'abord, sur le plan international, le secteur du médicament dans le secteur international, je n'ai rien à vous apprendre, je vais tout simplement dire 2 paragraphes qui sont tellement importants et retenez-les. C'est que le marché mondial, il est bien sûr détenu par les États-Unis tout simplement, qui représentent 46%. Il y a l'Europe par la suite, il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, etc. Et puis tout le reste, c'est le Japon, la Chine, etc. Bon, l'Afrique, bien sûr, c'est dérisoire, c'est même pas 1% de tout le marché mondial. Maintenant, le problème, c'est que 10% du chiffre d'affaires pharmaceutique correspond à des produits de biotechnologie. Et c'est ça ce qui est important. Et ces produits de biotechnologie, je ne crois pas qu'ils sont gérés au niveau des pharmacies d'officine. Vous ne les connaissez même pas, je crois, parce qu'il y a pas mal de produits biotech qui passent directement des laboratoires vers les cliniques et puis bien sûr vers le patient. Et donc, c'est un chiffre d'affaires qui est très important. Et ces produits, parmi les 10 premiers produits dans le monde, il y a 8 ou 9 qui sont des produits de biotech et un seul produit ou 2 produits qui sont des produits de la chimie. Ça, c'est les chiffres de 2020-2021. Maintenant, il y a un changement total de paradigme et puis bien sûr que l'officier n'est pas là par rapport à tout ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans le monde entier, encore une fois, il y a un changement qui est radical, mais il n'y a pas un changement, il y a une réalité tout simplement qui est là. 2021, les dépenses pharmaceutiques en rouge, ils sont beaucoup plus importantes que les dépenses de santé dans leur globalité. Voilà pourquoi les politiciens ne voient que le médicament et ne vont toucher qu'au prix du médicament. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Covid tout simplement et les vaccins. Par la suite, ils disent qu'en 2022-2023, ça va être presque la même chose, mais toujours les dépenses pharmaceutiques qui sont plus importantes que les dépenses des soins de santé. Et c'est normal qu'il aille prendre ces décisions. Bon, c'est normal, entre guillemets, c'est normal. Encore une fois, un politicien n'a pas trop de décisions à prendre. Je reviens, et parmi ces opportunités, ces menaces, si vous voyez ce paragraphe qui est très important, le 3e dans les menaces, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tout le pays cherche à revoir le prix des médicaments et le coût du médicament. Et c'est la raison pour laquelle les Marocains ne vont faire que ce que font, bien sûr, les internationaux. Aller chercher, le problème, comme a dit tout à l'heure Dr Naji Erghibi, c'est qu'on ne prend pas le tout, on ne prend qu'un seul morceau et on travaille au-dessus acharnement et qu'on laisse toutes les autres mesures de régulation qui sont aussi importantes et les autres mesures de compensation pour viabiliser un système. La mauvaise nouvelle que j'ai, c'est que partout aussi au monde, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé des autres pays européens, partout dans le monde, il y a de la grisaille pour les pharmacies d'officine. Prenez la Belgique. Bon, sur la Belgique, heureusement que nous avons avec nous notre consoeur qui va nous en parler beaucoup mieux. Il n'y a pas du soleil dans le secteur pharmaceutique. Dans le secteur d'industrie, je crois que le vent, ils ont un vent qui est en poupe, et ça, ce n'est pas que marocain, c'est international, c'est la vaccination, c'est les pathologies lourdes, c'est le vieillissement de la population, etc. Mais partout dans le monde, il y a même, si vous voyez l'Irlande et le cas des États-Unis que je n'ai pas présenté, même il y a beaucoup de pluie et des averses chez les pharmacies d'officine. Il y a un problème, je crois, il y a un problème d'un modèle qui est généralisé de cette histoire de pharmacie d'officine, à quoi il faut tenir compte. Enfin, c'est un document qui est très intéressant, publié en 2022, que j'ai lu pour avoir ces slides, mais sincèrement, il y a beaucoup de modèles. Bon, je vois en tout cas la Suisse qui sont, je crois, les plus favoris de cette histoire, parce que la pharmacie d'officine, elle est quand même en soleil, un beau soleil. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement chez eux pour que le pharmacien, je sais qu'ils ont beaucoup de prérogatives très intéressantes en Suisse. Ce n'est pas un modèle qui est transposable, ne rêvez jamais qu'il soit intransposable, bien sûr, chez nous, mais même les modèles qu'on est en train de chercher, vaccination, etc., il y a tellement un corporatisme, bien sûr, des autres professionnels de santé qui ne laisseront jamais passer quoi que ce soit, ni bien sûr vaccination, ni bien sûr test avec les biologistes, etc. C'est comme ça. Maintenant, il faut aller chercher d'autres choses, il faut aller piocher, il faut aller chercher d'autres choses pour bien sûr sortir de cette grisaille qui est en train de toucher le monde entier et l'Europe et partout dans le monde. Pas beaucoup de bonnes nouvelles malheureusement pour les pharmaciens. Si on revient un petit peu, malgré tout ça, et on a dit que tout le monde il cherche le prix, même si nous avons beaucoup de choses qui sont intéressantes. Si Mohamed a parlé des OTC, les OTC, c'est quand même une opportunité très intéressante pour tout le monde, pour l'industrie, pour les officines, pour tout le monde. Et elle est la deuxième opportunité après le vieillissement de la population. Vieillissement de population, consommation des médicaments, bien sûr, dispensation, fabrication, etc. Mais OTC, c'est une opportunité qui est très importante, que pas mal de pays ont déjà saisie.
Le problème, c'est dans le troisième paragraphe des menaces, c'est encore une fois le prix, parce que le prix, il coûte, le coût, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train tout simplement de négocier à la baisse, encore une fois, bien sûr, le prix des médicaments. Le problème, c'est qu'en économie de santé, c'est quelque chose qui est très connu depuis longtemps. C'est que le prix du médicament, et le médicament n'est pas un bien qui est élastique. C'est ça le problème. Ce n'est pas en baissant le prix qu'on aura une augmentation de la consommation. Ce n'est pas comme les billets de cinéma. L'équation, elle est très, très simple. Prenez les ventes avant et après une baisse de prix. Bien sûr, ne les prenez pas dans les mois à venir ou dans les quelques mois qui viennent après la baisse, mais prenez-la sur une durée de 3 à 4 ans. Vous allez trouver qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une élasticité. Ça veut dire que toutes les équations qu'on peut appliquer, on va trouver que le résultat est entre 0 et 1. Et pas beaucoup de choses peuvent changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les anciens économistes de la santé, les anciens, je dis bien les anciens, ils ont parlé d'un ce qu'on appelle le bien de Giffen. C'est un bien qui est essentiel. Les gens, ils sont prêts pour ne pas se nourrir et aller se traiter, bien sûr. Les gens, ils sont prêts pour vendre quelque chose pour aller se traiter. Et donc, même si on fait ces gymnastiques de baisse et de hausse, etc., on n'aura pas les résultats escomptés. Le seul résultat qui est attendu, c'est d'avoir une couverture médicale généralisée et de donner l'accès aux soins. Et une fois on met en place tout ceci, il y aura une économie d'échelle qui va suivre, parce qu'une augmentation de toute l'assiette, et bien sûr par la suite, on aura des remboursements, on aura une certaine répartition, jamais équitable, mais une certaine répartition de la recette, bien sûr, sur l'ensemble des praticiens. Ça, c'est des règles d'économie. Et les économistes, bien sûr, d'il y a très très longtemps, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous voulez augmenter la demande? Tout simplement, il faut augmenter le nombre de consommateurs. C'est ce qu'ils ont fait dans la refonte. C'est d'intégrer tout le monde dans la couverture médicale de base. C'est d'élargir l'assiette tout simplement des gens qui seront assurés. C'est comme ça qu'on augmente le nombre de consommateurs. Augmenter le revenu des consommateurs. Bon, allez-y, on va augmenter un petit peu les SMIC, on va donner quelques allocations de plus, on va tout simplement chercher la classe moyenne qui pourrait éventuellement aller se traiter, demander des soins, etc., etc. Encore une fois, c'est des règles qui sont classiques et c'est des règles qui sont connues depuis très très longtemps. Les études qui ont été faites, je crois, par le Conseil régional du Sud, moi, j'avais pris ces résultats de cette étude qui est très intéressante. Très intéressante, encore une fois, il faut contrôler les données, bien sûr, mais je dirais que c'est des données qui sont intéressantes, et qui a dit que la mise en place de l'AMO, elle a quand même donné une poussée d'adrénaline à tout le secteur. Et moi, j'étais à l'époque à l'ANA entre 2006 et 2010, et sincèrement, il y a quand même un chiffre d'affaires qui était quand même une augmentation qui était conséquente et qu'on sentait les 7, les 8, les 9 et les 10%. Juste après, bien sûr, on est rentré dans la phase de stagnation. Est venu par la suite le 2014, c'était la baisse des prix, c'était le grand décret, on va dire, de changement de la méthode de fixation de prix avec, bien sûr, la baisse de prix. Et là, on a eu un aplatissement total, bien sûr, du marché du médicament. Je crois qu'on a pu renouer un petit peu avec la croissance en 2019-2020, des choses comme ça, bien sûr, avec la Covid, mais T3, T4, T1, T2, mais c'est pour dire que globalement, c'est ça le problème qui se passe. C'est que même si vous donnez un coup de main au secteur en élargissement l'assiette des assurés qui vont aller demander le soin, qui vont aller acheter le médicament, par la suite, si vous faites des baisses, ça va s'aplatir par la suite. C'est un phénomène qui va être comme ça. Et bien sûr, par la suite, la répartition ne veut pas être faite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Encore une fois, c'est politiciens, ces gens qui sont bien sûr dans les commandes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le modèle économique il est défavorable au développement. C'est un modèle économique de la pharmacie qui est là, qui est ce qui est. Le problème, c'est que votre marge, elle est totalement liée, on va dire, le revenu du pharmacien d'officine. Ma femme, elle est pharmacienne d'officine, donc je parle aussi, moi je suis pharmacien déjà, et donc notre marge, ou la marge du pharmacien d'officine est totalement liée à la marge sur le prix du médicament. Donc tout changement sur le prix, et qui ne va jamais être raté par un politicien ou par un décideur, elle va impacter, bien sûr, le revenu de ce pharmacien d'officine. Ils ont dit que, bien sûr, 30%, la chose qu'on répète toujours, bien sûr, mais sans proposition, sans quoi que ce soit comme proposition. Mais en réfléchissant à d'autres propositions que la France elle a déjà faites, bien sûr qu'on connaît très bien, les incitations, les prises en charge, bien sûr, d'une part de leur participation au secteur d'assurance maladie, par exemple les prolongations des ordonnances sans avoir besoin d'une prescription médicale, les prescriptions des tests et même la vaccination. Bon, que nos collègues dans d'autres pays, je crois que la Belgique, on aura bien sûr le témoignage de notre consoeur Dr Khayarmeh, qu'il peine à mettre en place la vaccination par exemple. Mais la France, c'était un modèle pour tout le monde. Mais croyez-moi, même si on rêve trop, ce n'est pas un modèle pour le Maroc parce que ça risque de ne pas passer. Un très fort corporatisme des autres professions qui ne va pas laisser passer aucune de ces grandes propositions qui pourraient éventuellement chambouler, bien sûr, le quotidien et le revenu du pharmacien d'officine.
Par contre, quelque chose qui était très important. J'avais un avis, en tout cas depuis que j'étais à l'ANAM. J'ai toujours le même avis, mais je crois que je partage pas, ou qu'on ne partage pas le même avis avec tous les pharmaciens qui l'ont pratiqué. Moi, je ne l'ai pas pratiqué, donc je peux parler d'un avis qui est purement technique ou scientifique, ou même, j'allais dire, qui est théorique. Ce n'est pas un avis qui est pratique. C'est sûr, cette histoire de tiers payant, de la convention tiers payant. Par A plus B, ils ont prouvé dans le régime d'assurance maladie marocain qu'à chaque fois qu'on procède au tiers payant, les choses sont beaucoup plus remboursées que lorsqu'on parle d'avance de frais. Et ça, c'est normal, bien sûr. Vous n'avez pas d'argent. C'est plus facile d'aller chez un prestataire de soins, clinique, médecin, officine, demander les soins, et c'est quelqu'un qui va payer pour vous. C'est plus facile d'aller demander les soins que si vous allez avancer les soins et bien sûr attendre le remboursement par la suite. Donc, pour la CNOPS, il y avait pour le tiers payant, 82% du remboursement, il était dans le mode tiers payant. Pour la CNSS, c'était 95%. C'est beaucoup plus facile d'opter pour ce mode. Et c'est la raison pour laquelle il y avait la mise en place de cette convention, malheureusement qui s'est trop limitée à quelques médicaments. Et ça, où je reviens à l'histoire, et à quelques pharmaciens, malheureusement aussi, bien sûr, à quelques pharmaciens, même pas, je crois, 10% de la population des pharmaciens au Maroc. Et le problème, c'est que si on parle d'ALD qui consomme les 55% que consomment de dépenses que consomment les ALD, on n'a même pas pensé à toutes les ALD parce qu'on a mis quelques conditions, c'est que le prix doit dépasser une certaine marge, etc., etc. Alors que si on veut réellement prendre en charge, voilà les pathologies dont a parlé tout à l'heure professeur Heikel, mais voilà ces pathologies ne sont pas nombreuses. Il y a 5 pathologies à l'insuffisance rénale chronique stade terminal qui viennent tout simplement d'un diabète déséquilibré ou d'une hypertension artérielle qui est déséquilibrée, non-adhésion, non-suivi. Ben, tout simplement, si on avait intégré tous ces produits dans un mode tiers payant, je crois qu'on allait alléger quand même quelque chose de très important. On allait récupérer pas mal de patients qui n'ont pas les moyens d'aller devancer les soins et se faire rembourser par la suite. Nous avons les tumeurs, bien sûr, nous avons aussi l'HTA, le diabète, etc., l'insuffisance rénale. Ce n'est pas beaucoup de pathologies, donc pourquoi ne pas intégrer tous les produits de ces ALD et faire, bien sûr, un pacte avec les pharmaciens pour faire une adhésion. Et c'est là où je vais tout simplement transiter vers quelles pourraient être quelques solutions qu'on peut mettre en place. Ben, il faut aller penser vers les missions des pharmaciens. Quelles sont ces missions des pharmaciens qui sont normalement dans d'autres pays, qui sont bien définies dans la réglementation? Bien sûr, nous avons une mission qui est scientifique dans l'accompagnement au bon usage du médicament. Ça, qu'on veuille ou non, c'est un encadrement scientifique qui se fait tous les jours. Est-ce qu'il fait partie des 30% de marge ou des 29% selon bien sûr les tranches? J'en sais rien. Les missions sociales dans le maintien de la raison d'être de l'assurance maladie. Parce que si le pharmacien ne remplit pas la feuille de mutuelle et ne cache pas la feuille de mutuelle, ben rien ne va se passer par la suite pour le patient. Donc c'est une mission qui est sociale très importante. Les missions économiques comme acteur du marché du médicament, c'est le dernier bien sûr qui va entre guillemets dispenser ou vendre ce médicament. Donc c'est un acteur très important économique et via aussi les impôts qu'il paie bien sûr, les missions d'orientation, les missions d'accompagnement. Et là quand même, je dis ce qu'ils sont en train de penser, parce que tout à l'heure, le professeur Heikel a dit, qu'en est-il pour les pharmaciens? Il y a quand même des petites réflexions, mais encore une fois, ce n'est pas des réflexions qui sont échelonnées, qui sont planifiées, et qui sont, encore une fois, qui sont quantifiées. Ils disent que le pharmacien d'officine bénéficie de l'institutionnalisation du parcours coordonné des soins. Est-ce qu'il est déjà chez les médecins tout d'abord, ce parcours coordonné des soins? Et s'il est, comment on va le faire pour les pharmaciens? Est-ce qu'on aura un pharmacien de famille, comme le médecin de famille qui sont en train de chercher pour minimiser un petit peu le nomadisme médical qui se passe dans le secteur d'assurance maladie? C'est un acteur incontournable pour la suite de la réforme, bien sûr, mais comment, encore une fois, on va le mettre dans ce parcours coordonné? Le tiers payant, comment on va élargir cette liste et encore une fois, faire un remboursement rapide ou un déboursement rapide de la part des assurances, des caisses d'assurance pour qu'il n'ait pas de problème sur la trésorerie, bien sûr, entre le paiement du fournisseur et entre le déboursement des assurances. Au niveau mondial, voilà généralement qu'est-ce que font ces pharmaciens, au niveau d'une manière générale. Alors, les pharmaciens, soit ils ont un rôle qui est économique, ils ont tous ces rôles, c'est pas soit, mais tout simplement on est en train de renforcer l'un des deux. Soit un rôle qui est économique par la gestion des dossiers patients, c'est le dossier de remboursement. L'adhésion thérapeutique qui est quelque chose de très, 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 très important, on va voir pourquoi. La polymédication, ils ont un rôle très important aussi à jouer dans la polymédication. Et en fin de compte, dans l'itération en santé, ça c'est très important. C'est l'information, c'est comment rendre ce patient, comment rendre cet assuré conscient de ses problèmes de santé et capable un petit peu de minimiser, de réduire tout simplement cette asymétrie d'information qu'il a avec le prestataire de soins, en l'occurrence le médecin. En lui parlant, en lui expliquant, on pourrait réduire
énormément cette asymétrie, bien sûr, qu'il a. Alors, si je ne prends que l'adhésion thérapeutique, et ça, je crois que c'est la chose la plus correcte. Quand j'ai vu un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, sincèrement, c'est la chose la plus simple et la plus probable à appliquer, c'est l'histoire de l'adhésion thérapeutique. Comment les pharmaciens pourraient jouer ce rôle. Voilà ce que les gens ils ont fait, tout simplement, parce qu'il faut s'inspirer de ce que les gens ils travaillent, les gens. Nous, on parle, mais les gens, ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Ils ont dit qu'en 1994, la non-adhésion, il coûtait aux États-Unis l'équivalent de 100 milliards de dollars. 1994. 1995, elle coûtait toujours aux États-Unis 76 milliards de dollars. En 2001, elle coûtait toujours aux États-Unis 177 milliards de dollars. Et ainsi de suite. En Europe, elle coûtait 61 milliards de dollars en 2008. C'est la non-adhésion. C'est la non-adhésion au traitement. Ça veut dire que le patient, il prend son ordonnance, mais il n'adhère pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se compliquer. On va lui prescrire autre chose et ainsi de suite. Donc cette non-adhésion, voilà combien ça coûte. C'est des milliards, c'est 3, 4, 5 fois le budget, on va dire, de tout. Ce n'est pas le budget, c'est la dépense de la santé. Parce que le budget, c'est autre chose. Le budget, c'est simplement 4-5%. Parfois même 2% bien sûr du PIB, etc. Mais là, on parle de dépenses de santé d'une manière générale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Australiens? Ils ont dit que, allez-y, on va calculer tout ceci. Bon, pourquoi pas ne pas le calculer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les pharmaciens d'officine pour que les gens adhèrent mieux et pour qu'on puisse faire des économies. Ils ont travaillé sur 3 molécules, rosuvastatine, irbesartan et desvenlafaxine. Ça veut dire qu'ils ont choisi 3 pathologies. Généralement, les dyslipidémies, rosuvastatine, irbesartan, c'est l'HTA, et puis l'autre, c'est la dépression tout simplement. Ils ont dit qu'on va mettre en place avant et après l'intervention, 6 mois avant et 6 mois après, on va voir qu'est-ce qu'on va gagner tout simplement. Ils ont gagné 1,9 milliard de dollars par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 19 milliards de dollars, 19 milliards de dirhams par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la moitié de ce que l'État veut injecter pour réussir ce grand chantier de la couverture médicale ou de la protection sociale. Ce n'est même pas la couverture, c'est la protection sociale. Ils sont 20 millions les Australiens, ils ne sont pas 37 ou 38 millions, ils sont 20 millions, tout simplement. Ils ont fait cet exercice, bien sûr, pour mesurer cette non-adhésion, qu'est-ce qu'elle peut coûter. Ils ont dit aussi que 57% du coût total évitable dans le monde en raison de l'utilisation sous-optimale des médicaments, il peut être évité avec une simple adhésion, bien sûr, thérapeutique. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont fait pour les 3 pathologies. Vous voyez qu'avant et après, c'est clair ce qu'on est en train de gagner en adhérant les patients à cette... Ils ont dit que tout simplement, c'est la conclusion, c'est que personne ne peut faire adhérer ce patient, c'est que les pharmaciens, parce que c'est lui qui dispense en fin de compte. En dispensant, il va faire adhérer, il va bien sûr informer la littératie en santé de son patient, s'il a son dossier, s'il peut le suivre, et comme ça, tout le monde, il va gagner, le patient, le système de santé, etc. etc. Et c'est ça les chiffres. Et pas que les Australiens qui ont fait ça, mais aussi, bien sûr, les Américains. Ils ont dit, en cancer, on peut gagner 114 000 dollars par an dans le cancer. Ils ont dit que pour les maladies cardiovasculaires, on peut gagner 16 000 dollars. Santé mentale, 16 000 dollars. Ostéoporose, 43 000 dollars par an. C'est des chiffres qui sont publiés, c'est des chiffres qui sont réels. Donc voilà des expériences qui disent que voilà comment on peut sortir de cet engrenage de dire qu'à chaque fois on est en train de se battre sur les prix, les coûts, les marges, etc. Mais qu'on trouve des choses qui ne vont pas toucher à notre corps médical ou à notre corps de biologiste, etc. Mais c'est des choses qui sont et qui font partie du quotidien, en tout cas du pharmacien d'officine, bien sûr. En Belgique, et bien sûr je laisserai ma consoeur détailler encore davantage, mais j'ai lu bien sûr que 200 000 hospitalisations par an, ils peuvent être évitables parce qu'ils sont toujours liés au problème des médicaments, mais ils ont mis en place pas mal de choses intéressantes, les entretiens de bon usage des médicaments dans l'asthme et les entretiens pré-trajet du diabète, le pharmacien de référence qui a été lancé en 2017, je ne sais pas si elle a réussi ou non, la concertation médico-pharmaceutique entre un pharmacien et un médecin généraliste, l'histoire des médecins de famille, pharmaciens de famille, pour prendre mieux en charge le patient, et les préparations magistrales, je crois qu'ils ont mis en place tout un formulaire de qualité pour des préparations magistrales qui sont validées et qui sont faites par des pharmaciens et auxquelles le médecin il peut bien sûr se référer à chaque fois qu'il veut préparer des choses dans ce sens. N'oublions pas quelque chose aussi qui est très important, et c'est ça ce qu'on oublie généralement, et on s'attarde encore une fois sur des choses qui, dans tous les cas, ils vont être touchés. Quoi qu'on fait, ils vont être touchés parce qu'encore une fois, le décideur qui est là, qui est fort, qui a un mandat à faire, il doit toucher des choses pour que tout se passe bien à la fin de son mandat. Et donc la tuberculose, on sait très bien que notre pays, il est endémique de cette pathologie. On n'a jamais pu éradiquer cette maladie. On est même maintenant dans une situation qui est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que la résistance exactement aux antibacillaires. Nous avons un grand problème. L'OMS, ça vous le savez, l'OMS et la FIP, la Fédération internationale des pharmaciens, elle a déjà signé depuis une décennie un pacte pour dire que comment on peut intégrer le pharmacien d'officine dans cette histoire de tuberculose pour qu'il soit bien pris en charge.
Bien sûr, mais il n'est pas impliqué, bien sûr. Chez nous, il n'est pas parce que tout le médicament est donné gratuitement, directement de l'établissement de soins de santé primaire aux patients, sans qu'on sache, bien sûr, sans qu'on ait une idée sur l'observance de ce traitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le patient il est traité ou non? Parce que vous savez que ces médicaments, malheureusement, ils ont beaucoup d'effets indésirables et donc pas mal de patients n'adhèrent pas au traitement. Et ça, on l'a vu plusieurs fois, n'adhèrent pas au traitement. Donc, si on pouvait intégrer encore une fois ces pharmaciens d'officine, parce que c'est les gens qui sont de proximité, et donc qu'est-ce qu'on pourrait à gagner, qu'est-ce qu'on pourrait au conditionnel gagner bien sûr de cette expérience. Alors en conclusion, le pharmacien bien sûr c'est le plus accessible, on n'arrête pas de le dire, c'est la profession qui est la mieux répartie sur le territoire national. La crise de Covid il a mis en exergue le rôle des pharmaciens comme acteur incontournable, mais comme le dit le proverbe, lorsque je me vois, je me désole, lorsque je me compare, je me console. Je vais vous faire une citation de monsieur Alain Chaspierre, certainement notre collègue Dr Khayal le connaît bien, c'est le secrétaire général de l'association des pharmaciens en Belgique. C'est un article qu'il a rédigé en 2020. Il a dit que, c'est texto, ils ont maintenu le service à la population, c'est les pharmaciens, il parle des pharmaciens, sans faillir, assurant la continuité des soins, régulant la dispensation de certains médicaments ou dispositifs médicaux afin d'endiguer le risque de pénurie, répondant aux personnes en recherche d'informations ou désemparées par le sentiment de moindre accessibilité des cabinets médicaux, multipliant par 4 le portage à domicile tout en répondant à 2 fois plus d'appels téléphoniques avec une fréquentation, au plus fort de la crise, atteignant 2 fois le niveau normal, cela avec un sentiment de manque de considération, ça c'est en Belgique, ça pas chez nous, de manque de considération des autorités et la non prise en compte de cette profession dans la distribution du matériel de protection. Ça, encore une fois, on se console, malheureusement, je crois que c'est une pathologie mondiale, c'est une épidémie mondiale ceci, et donc il y a beaucoup de challenges à surmonter. Le droit de substitution, on parle plus de prescription. Il ne passera pas, je crois qu'il ne passera pas. En tout cas, je suis très pessimiste par rapport à ça. Je vous dis pourquoi. Parce que les pharmaciens ne sont pas d'accord sur le droit de substitution. Ce n'est même pas les médecins ou les instances ou les autorités, c'est même parmi vous des pharmaciens qui ne veulent pas ce droit de substitution. Et donc, la prescription par déci, et ça pourrait passer comme concept mieux que la substitution. Le répertoire des médicaments génériques, nous avons de la bioéquivalence, nous l'avons instauré depuis longtemps. Je dois le dire tout simplement, et je l'ai dit, j'ai promis un jour à M. Bouhmadi de le dire, je le remercie parce que c'est le laboratoire qui fait le plus de bioéquivalence ici au Maroc. Sincèrement, il le fait pour tous ses produits, on est fiers de ce laboratoire et je dois le remercier devant tout le monde parce qu'il a permis la viabilité d'un centre, du premier et de l'unique centre de bioéquivalence au Maroc. Merci beaucoup, M. Bouhmadi. Je lui parle en tant que Zénith Pharma et pas en tant que président de la fédération. Le délai de remboursement, on va dire de déboursement, parce que vous avancez, vous aussi, les médicaments aux patients et donc vous attendez, je ne sais pas dans combien de semaines, dans combien de mois vous arrivez à avoir votre argent. L'informatisation des processus de prescription et dispensation, dématérialisation des flux et dossiers pharmaceutiques, il y a beaucoup de challenges à surmonter. Je crois qu'il faut chercher une belle représentativité pour aller en avant et je vous souhaite et on se souhaite beaucoup de bonne chance dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Amine pour ta belle présentation très riche en chiffres et en lettres. Et je passe la parole à Madame la Présidente pour la prochaine table ronde. On va enchaîner les questions, on les laissera pour la fin. Merci beaucoup.